Eh bien, le bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition, la première édition d'ailleurs de la semaine de la Grande Tribune. Nous sommes heureux de vous retrouver et vous savez, le décryptage de l'actualité tel que traité par nos confrères sur le continent africain est quelque chose d'assez important pour nous. Cela nous permet chaque fois de vous donner la quintessence de l'information et surtout ce qu'on doit comprendre dans le fond de ce qui paraît dans les différents journaux sur le continent africain au quotidien. Et pour cet exercice ce jour, parce que, comme le dit souvent Raoul Pépin Benabena, qui détient l'information, détient le pouvoir, nous serons avec quelqu'un qui va nous aider à mieux décrypter. Et c'est une dans les journaux que nous avons ce matin, les journaux que nous avons soigneusement choisis pour essayer d'avoir toutes les analyses possibles. Et nous sommes avec Anatole ici, on n'a plus besoin de le présenter. Et il est toujours sur les plateaux de la Grande Tribune pour nous aider à décrypter cette actualité. Anatole ici, bonjour et bienvenue dans cette édition. Bonjour Tony Mike, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Permettez-moi ce matin d'attirer l'attention des parents sur leurs responsabilités. Notamment, vous savez, ces jours-ci, nous assistons de plus en plus à des viols des bébés et des enfants, quelquefois à leur enlèvement. Je pense que lorsqu'on prend la ferme résolution de faire un enfant, il faut être capable de le protéger. Je pense que la protection d'un enfant, c'est d'abord de lui inculquer, c'est un principe qui vont fonder, n'est-ce pas, sa personnalité, à savoir ne pas accepter quelque chose, un présent d'un inconnu ou de monter la voiture d'un inconnu. Et leur surtout inculquer les notions d'endurance, du mérite dans le travail et non dans la facilité. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes qui veulent absolument réussir se laissent aller avec des inconnus. Quelquefois, ça tourne au drame, comme c'est de plus en plus le cas. Non seulement au Cameroun, mais de plus en plus en Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais que doivent faire les parents véritablement? Parce que une chose, c'est d'inculquer, de dire aux enfants, eh bien, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais est-ce que le comportement à la maison même ne doit pas un tout petit peu organiser tout cela? C'est-à-dire que si les enfants regardent la manière dont se comportent les parents à la maison et vis-à-vis même du voisinage, cela peut aussi les aider à mieux comprendre ce que les parents disent. Absolument, vous savez, le socle de la personnalité de l'enfant, c'est d'abord la cellule familiale. Ça veut dire qu'un parent ne peut donner à son enfant que qu'il a reçu. Si lui-même, le parent, n'a pas une bonne éducation, ça veut dire qu'il va inculquer la même mauvaise éducation, bien une éducation au rabais à sa progéniture. Donc, ça commence à la maison. C'est de là, parce que ce n'est pas l'école qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, non du tout. Il s'agit de la cellule familiale, des deux parents, c'est-à-dire papa et maman. Ce sont ces deux-là qui ont la responsabilité de former leurs enfants, de leur donner des notions de base, des notions de morale, parce qu'il s'agit de ça. On a souvent l'habitude de dire que l'école instruit, mais le parent à la maison éduque. Absolument. D'accord. Il faut que les parents n'abandonnent pas leur progéniture à la demoiselle qui s'occupe du ménage ou bien au répétiteur. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Alors, vous avez suivi Anatole ici, l'école doit instruire, ça c'est son devoir, mais à la maison, les parents doivent éduquer l'enfant parce que ce sont les parents qui communiquent toutes ces valeurs à l'enfant. Et on va commencer cette grande tribune ce matin en Afrique centrale avec la Cour criminelle spéciale à la une de Gabon Actu ce matin. Même les morts doivent être poursuivis, c'est le titre que nous pouvons lire à la grande une de ce journal qui nous apprend ce matin que le jugement des génocidaires financiers du Gabon, entamé jeudi dernier à Libreville par Blaise Ouada, doit remonter le temps pour mettre en avant, mettre devant la barre tous ceux qui ont organisé ou participé au génocide financier du Gabon, qu'ils soient vivants ou morts, a exigé l'hebdomadaire indépendant La Nouvelle Tribune, numéro 120 du vendredi 16 mars 2018, tel que relayé ce matin par le site d'information de Yves-Léopold Ngoma. Toujours au Gabon, franchises universitaires, le mythe Notre Gabon Review à sa une, au sein des universités publiques du Gabon, nous dit ce journal, le personnel enseignant, à l'instar des membres du syndicat national des enseignants-chercheurs, tente de réanimer un mythe disparu depuis plusieurs années. Le respect des franchises universitaires sans cesse violé par les forces de l'ordre. Et on reste toujours au Gabon avec, cette fois-ci, toujours Gabon Echo, qui parle aussi de rupture de contrat avec Veolia. Toujours une qualité de service déplorable, retient Gabon Echo ce matin, qui nous apprend à cet effet que la reprise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, depuis le 16 février dernier, n'a pas changé grand-chose aux défaillances enregistrées dans la distribution de l'eau et d'électricité dans le pays. Et le journal ajoute même que depuis la reprise de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la qualité des prestations offertes à la clientèle ne s'est pas pour autant améliorée. À Libreville, de nombreux usagers subissent toujours les coupures et autres délestages intempestifs.
et ce, pendant des heures entières. On commence par cette dernière une du journal Gabon Echo, Anatole Aïssi. On sait que quand on parle de délestage en Afrique, ce n'est pas seulement le Gabon qui est concerné. C'est vrai qu'avec cette situation entre Veolia et l'État gabonais, eh bien, les choses se sont un tout petit peu dégradées parce que chacun s'accuse d'un côté, de son côté. On a les déclarations du directeur de Veolia de temps en temps qui dit vouloir porter plainte et faire reparer ce tort. Et d'un autre côté, on a un gouvernement gabonais qui estime que Veolia a été un tout petit peu condescendant avec l'État gabonais, qui n'a pas rempli son cahier des charges. Aujourd'hui, les Gabonais vivent ce que beaucoup de pays en Afrique centrale vivent. Et quand on parle des pays en Afrique centrale, on fait allusion bien évidemment au Cameroun, mais on fait aussi allusion au Congo-Brazzaville, qui connaissent des délestages intempestifs. On ne sait même plus comment les qualifier au jour le jour. Comment donc retrouver la sérénité dans le secteur de l'eau et de l'énergie dans nos pays en Afrique aujourd'hui? Le véritable paradoxe, c'est que le continent africain, c'est un continent très arrosé. C'était très arrosé, mais paradoxalement, également, c'est un pays qui connaît le plus grand nombre de déficits en matière de fourniture d'énergie électrique et de l'eau. Pour revenir sur le cas qui nous concerne, c'est-à-dire la rupture le 16 février dernier du contrat de concession de la société d'eau et d'énergie du Gabon, qui est une filiale de la société Veolia, par le gouvernement gabonais. Au départ, il s'agissait d'un défaut de qualité de service. Par la suite, nous avons été informés de ce que la rupture de ce contrat de concession était la conséquence de pollution de l'environnement. Aujourd'hui, l'affaire a été portée devant le CIRDI, qui s'occupe justement des règlements de différents relatifs aux investissements, par Veolia au travers le cabinet des juridiques américains Mayo Brown. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de que c'est depuis 1997 que ce contrat de concession existe entre l'État gabonais et la société d'eau et d'énergie du Gabon. Chacune des parties avait des engagements qui devaient tenir. Pour le cas du Gabon, il était question d'investir notamment dans le domaine des infrastructures de production à hauteur de plusieurs milliards. Et de l'autre côté, la filiale de Veolia, SEG, devait investir 100 milliards au niveau des infrastructures de distribution d'eau. Parce que là, ils ont le monopole, et il semble qu'au niveau de l'électricité, ce n'était pas le cas. Mais il semble malheureusement que dans le processus d'exécution de ce contrat-là, ça a été des fiançailles un peu trop extravagantes. C'est-à-dire que ce n'était pas de tout repos de deux côtés. D'un côté, justement, au travers de M. un certain Elman Lopa de Séchival, qui est le secrétaire général de Veolia, il estime que l'État gabonais n'est pas sérieux pour ce qui concerne ces différends-là. Et justement, au niveau du CIDI, ils ont saisi justement le CIDI pour arbitrage. Pour l'instant, ils sont encore dans le processus de conciliation. Si ça n'aboutit pas, ils vont entrer dans un contentieux. Par contre, l'État gabonais estime qu'aujourd'hui, il y a eu le défaut de qualité des services est flagrant. C'est vrai que le SG de la filiale de Veolia au Gabon reconnaît justement qu'il y a eu quelques petits problèmes au niveau de la qualité des services, mais c'est parce que c'est dû au fait que le gouvernement gabonais n'a pas tenu sa part de contrat, ce qui est quand même paradoxal. Deuxième chose qu'il faut noter de ce point de vue, ça vient du ministre gabonais de l'économie qui estime qu'il faut revoir ce contrat. Il était important, il a été signé il y a un peu plus de 20 ans. Nous sommes en 2018, qu'il fallait absolument revoir ce contrat. Mais par contre, j'ai un souci. C'est quoi? C'est que pourquoi avoir accepté de reconduire le contrat de conception de la SCG en mars 2017 et le dénoncer quelques mois après, au moment où ils étaient sur le point de poser les jalons d'un contrat d'affermage. Donc, je vous dis, donc, là, ça pose donc un problème. Ça pose un problème. Aujourd'hui, il faut également dire que la décision du gouvernement gabonais est la conséquence des manifestations à Libreville, entre autres, dû au fait que les populations étaient exaspérées
de la mauvaise qualité du service que vous avez évoqué tout à l'heure dans les papiers de notre confrère, tant au niveau de la fourniture en eau que d'électricité. Et ici, il semble donc que, politiquement parlant, le gouvernement gabonais a voulu tirer avantage de cette situation. Bon, on attend de voir la suite qui a décidé de dérouler actuellement au niveau du CIRDI. D'accord. Et si on veut aller dans ce sens-là, on peut avoir l'impression que dans les pays de l'Afrique centrale, eh bien, les gouvernements porteront donc plainte à toutes les sociétés qui gèrent l'eau et l'énergie dans ces pays-là, puisqu'au Cameroun, aussi tout proche, eh bien, on a un pays où de plus en plus il y a des délestages, on ne comprend pas véritablement pourquoi, et d'aucuns se plaignent parce qu'ils se disent comment, à l'approche par exemple de la saison pluvieuse, on commence à avoir plus de délestage qu'en saison sèche. Ce sont des choses qui reviennent de temps en temps, mais toujours est-il que les pays africains souffrent vraiment de ce manque d'énergie électrique et ce manque d'eau, alors qu'on est face à des mers, on est face à des océans, on a beaucoup d'eau autour de nous, mais pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas véritablement à soi la stratégie qui fera en sorte que, comme en Europe, comme en Amérique, qu'on ait une nation où on ne coupe pas l'électricité aux gens, même pendant 100 ans, comme c'est le cas par exemple à New York. Le vrai pour moi, en Afrique, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de complaisance au niveau de l'exécution des contrats, au niveau des contrats. C'est-à-dire qu'on donne la concession d'un secteur de souveraineté à une multinationale, mais sans mettre en place un service de contrôle de qualité. C'est-à-dire le suivi et le respect du cahier des charges. C'est ça qu'il est question. Il faut que lorsque vous donnez à une multinationale je veux dire, le monopole, parce qu'il s'agit d'un monopole, de pouvoir gérer un secteur de souveraineté tel que l'eau et l'énergie, il faut veiller à ce que le cahier des charges soit respecté. Dans le deux, le plus souvent, ces contrats de concession sont rédigés par des cabinets, pas des cabinets extérieurs. Le plus souvent, ce sont des gouvernements qui n'ont pas véritablement des gens très sérieux. Pourquoi? Parce que généralement, derrière ces choses-là, il y a des retours-commissions. Donc, du coup, ils ne sont pas très regardants, ils ne sont pas très exigeants. Je pense que pour ce qui concerne des secteurs de souveraineté tels que l'eau ou l'électricité ou les voies de communication, je pense qu'il faut commencer à penser à la nationalisation de ces sociétés, tout en mettant en place justement un cadre juridique qui puisse protéger les investisseurs locaux. D'accord, qui puisse protéger les investisseurs locaux. Aussi loin que je m'en souvienne, je ne me rappelle pas véritablement qu'en Guinée équatoriale, par exemple, on parle souvent de coupure d'eau et de l'électricité parce que chaque fois qu'il y a une coupure d'eau ou d'électricité, eh bien, le gouvernement monte au créneau et donne l'ordre, en tout cas, invite les sociétés qui sont censées distribuer l'eau et l'énergie de ce côté-là de trouver les solutions rapides pour que les populations ne soient pas sevrées de l'eau et de l'électricité pendant des heures entières. Et alors, on va continuer toujours au Gabon avec cette fois-ci ces franchises universitaires. Le mythe note Gabon Review à sa une qui dit qu'au sein des universités publiques du Gabon, le personnel enseignant à l'instar des membres du syndicat national des enseignants-chercheurs tentent de réanimer un mythe disparu depuis plusieurs années, c'est-à-dire le respect des franchises universitaires sans cesse violé par les forces de l'ordre. On sait que c'est un territoire un tout petit peu de souveraineté parce que les universités sont tout à fait autonomes dans leur gestion dans nos pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon et même dans les autres pays africains, ce qui fait qu'on ne permet pas généralement aussi aux forces de l'ordre d'y entrer n'importe comment. Quand, par exemple, les étudiants sont en train de manifester et de revendiquer des choses qui sont assez fondées, on n'a pas besoin de la police tout le temps à l'intérieur de l'université pour venir soit frapper sur ces étudiants qui revendiquent un certain nombre de choses ou tout simplement les déloger pour les amener dans les geôles. Est-ce que c'est véritablement respecté en Afrique aujourd'hui, cette franchise universitaire par les forces de l'ordre et par l'État même? Je suis drogué de vous répondre par la négative, c'est-à-dire que en Afrique, nous avons un problème de culture de l'encadrement des manifestations publiques. C'est le contraire en France, par exemple. C'est-à-dire que les forces de police, les forces de l'ordre ont cette culture d'encadrer les manifestations publiques. Parce que, encore que, lorsqu'on parle des universités, il s'agit de l'élite de demain. Il s'agit des femmes de demain, il s'agit des hommes de demain qui vont pouvoir gouverner ce pays, nos pays. Et ils ont le respect, ils méritent d'avoir le respect que cela peut imposer
n'est-ce pas, cet environnement-là, c'est-à-dire l'environnement du savoir. Or, le plus souvent, je crois que c'est de la responsabilité de l'État régalien qui doit pouvoir mettre, j'ai envie de dire, ces policiers à l'école de l'encadrement des manifestations. Parce qu'un étudiant, c'est une élite intellectuelle. C'est une élite politique certainement en devenir. Donc, il ne faut pas qu'il soit traité au même niveau qu'on pourrait traiter peut-être des personnes un peu vulgaires, comme les sauveteurs entre guillemets, c'est-à-dire les petits Rwandais. Non. Il s'agit d'une élite intellectuelle qui mérite beaucoup de respect, plus d'attention, beaucoup plus de considération. D'accord, beaucoup plus de considération. Et il s'agit d'une violation non seulement des droits de l'homme, parce qu'il s'agit de, c'est le cas, parce que quand vous vous mettez à bastonner, il s'agit, quand vous vous mettez, n'est-ce pas, à commettre des voies de fait sur les étudiants, il s'agit des violations des droits de l'homme. D'accord. Il s'agit d'une violation des libertés fondamentales qui est le droit de d'expression. Donc je pense qu'il faut que cela puisse être encadré, c'est-à-dire le respect des libertés publiques. D'accord, le respect des libertés publiques, surtout que les forces de l'ordre doivent véritablement respecter cette franchise universitaire. C'est vrai que l'université est placée dans l'État, mais l'université a sa particularité, c'est qu'elle est gérée de manière autonome par le recteur de l'université ainsi que ses collaborateurs. Et l'université, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un espace assez important où on est en train de fabriquer une élite intellectuelle. Et l'élite intellectuelle ne peut pas être muselée tout le temps parce que l'élite intellectuelle a décidé de revendiquer un certain nombre de choses qui sont tout à fait fondées. On sait combien les étudiants sur le continent africain et en Afrique centrale particulièrement ont des contestations à faire, ont des revendications à faire et des revendications qui sont tout à fait fondées. Route nationale numéro 1, PK 27, PK 80. Paraît au plus pressé, c'est le journal L'Union qui nous le dit. On ne va pas s'attarder sur cette une, mais nous allons aller directement du côté de la Centrafrique. En Centrafrique, le pouvoir s'amuse à troquer les acquis démocratiques contre les billets de banque au risque d'embraser la République. C'est ce que note Corbeau News à sa une ce matin. Corbeau News qui nous apprend à cet effet ce matin que dans le cadre du respect des dispositions de l'article 11 de la loi organique numéro 17011 du 14 mars 2017 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau du Parlement, en dehors du président, se renouvelle chaque année. Pour mémoire, un derby avait opposé, comme l'apprend le journal l'an passé, des partisans du président de la République et ceux du président de l'Assemblée nationale, qui a vu la victoire écrasante, méthodique et cartésienne du camp de la deuxième personnalité du pays. Le camp présidentiel cachait mal son fair play et avait du mal à avaler la pilule, mais a fini par puger sa peine en murmurant sa revanche sous 2 semestres. Et toujours en Centrafrique, température de la RCA avec la nouvelle Centrafrique qui nous fait dire à sa une que la MINUSCA n'est pas là pour sauver les Centrafricains. Selon ce que nous apprend le journal ce matin, et pour cause, le zèle de la MINUSCA a traqué les chefs rebelles déstabilisant la Centrafrique depuis bientôt 6 ans est très louable. Quand c'est nécessaire, la puissance de l'organisation sait très bien comment traquer et arrêter un individu dans le pays, où qu'il soit et se cache, caressant celui d'un chef anti-Balaka arrêté vendredi vers la ville de Braya, car étonnamment, des chefs de guerre, aussi bien anti-Balaka et surtout Séléka Anko, sont libres comme l'air, pourtant coupables de milliers de meurtres de Centrafricains. Alors, on accuse la MINUSCA en Centrafrique de partialité, c'est-à-dire qu'ils choisissent exactement qui ils doivent arrêter, mais les véritables fauteurs de troubles, ils ne le font pas, on les laisse dans l'air, ils ont librement la possibilité de se mouvoir sur tout le territoire centrafricain. On a beaucoup de personnes qui reviennent de plus en plus lorsqu'on parle de ces rebelles-là, de ces chefs rebelles sur le territoire centrafricain qui n'ont pas encore été arrêtés. Pourtant, la nouvelle Centrafrique estime que la MINUSCA a tout le matériel nécessaire pour pouvoir mettre la main sur ceux qui sont des fauteurs de troubles, qui empêchent la véritable paix du côté de la République centrafricaine. Comment analyser ce traitement de l'information? Mon analyse est simple, Tony. Il faut déjà questionner la mission du MINUSCA, de la MINUSCA autant pour moi en Centrafrique. Il s'agit d'une mission de maintien de la paix. Ce n'est pas une mission de police, c'est ce qui me semble. Donc, s'il ne s'agit pas d'une mission de police, ça veut dire qu'il appartient à l'État centrafricain d'organiser sa sécurité sur toute l'étendue du territoire. Mais comment organiser la sécurité sur toute l'étendue du territoire quand les FACA, les forces armées centrafricaines, ne sont pas véritablement mises en place aujourd'hui?
Justement, c'est donc la responsabilité de l'État, du chef de l'État, de mettre en place justement ces structures, c'est-à-dire d'avoir une armée qui est professionnelle, qui a la logistique appropriée, qui est déployée sur tout le territoire centrafricain, d'avoir une police de proximité pour assurer la sécurité des Centrafricains. Mais le maintien de la paix aussi dans un pays s'accompagne par ces missions de fond, c'est-à-dire qu'on va vraiment sur le territoire, on fouille dans les différentes régions, les zones sensibles, pour pouvoir retrouver ceux-là qui sont les fauteurs de troubles. Sinon, comment fera-t-on pour avoir la paix dans un pays comme celui-là? Je le dis en tant que journaliste. J'ai la faiblesse de vous dire que les missions de maintien de la paix le plus souvent consistent à sécuriser, pas tout le territoire, mais une partie du territoire. C'est-à-dire que, parce que je ne suis pas sûr que la MINUSCA a les moyens de se déployer sur tout le territoire, sur tout l'étendue du territoire centrafricain. Le plus souvent, qu'est-ce que la MINUSCA enfin, je veux dire, les forces de maintien de la paix sont jamais déployées dans les zones sensibles, avec une logistique appropriée et une feuille de route bien établie. Ce qui fait que, dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire la Centrafrique, je pense que on a de plus en plus décrié justement la partialité, je veux dire la complaisance des éléments de la MINUSCA. C'est peut-être à tort, c'est peut-être aussi à raison. C'est autant que il faut éviter, parce qu'ils sont une feuille de route, je l'ai indiqué, il faut éviter de tomber dans la violation des droits de l'homme. Parce que ça aussi, s'ils versent dans une sorte de violence, on va leur accuser d'exactions ou de violation des droits de l'homme. Donc, ils sont un peu très prudents. Mais cependant, leur mission consiste également à démanteler les réseaux de trafic d'armes, parce qu'il s'agit aussi de ça. Lorsqu'on parle de maintien de la paix, ça veut dire que vous devez démanteler les gangs des bandes armées et éventuellement récupérer leur armement, leur artillerie. Et il s'agit d'une méthode qui consiste justement à non pas seulement apporter une solution définitive à un problème précis, mais en même temps, dans la durée, à pouvoir rapprocher, à amener les populations à comprendre véritablement quelle est la mission. D'accord, quelle est la mission? Mais on sait que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le professeur, a réussi tant bien que mal à véritablement assainir, à apporter un peu de paix au peuple centrafricain. Mais comment fera-t-il si de tous les côtés il est bloqué par des restrictions venant de l'ONU ou alors des autres organisations internationales? Comment est-ce qu'il fera pour véritablement rétablir la paix? La mission, la MINUSCA, n'est-elle pas là véritablement pour gérer cela, puisque la Centrafrique aujourd'hui, avec l'État centrafricain aujourd'hui, n'a pas tous les moyens nécessaires, n'a même pas la moitié de ses moyens, des moyens que la MINUSCA a, pour assainir le pays comme il se doit? Je pense que la principale faiblesse du président centrafricain, Archange Touadéra, c'est qu'il fait tout le temps la manche. Quand ce n'est pas à l'Union européenne, c'est à la France, c'est aux États-Unis. C'est la principale faiblesse. Mais il a quand même accepté la Russie il y a quelques jours. Non, il a accepté la Russie parce que c'est pour d'autres raisons, pour des raisons géostratégiques. Et la Russie, ce n'est pas la France, je crois. Donc je pense que s'il accepte la Russie, c'est pour des raisons, comme je l'ai dit, géostratégiques et qui sont un peu secrètes, puisqu'il doit avoir certainement des accords secrets entre la Centrafrique, je veux dire le président centrafricain et la Russie, par rapport à cet appui logistique de la Russie. Mais je pense que ça, c'est un palliatif. Il faut absolument que la Centrafrique puisse disposer, comme je l'indiquais tantôt, une armée formée. Je pense qu'ils ont les hommes, ils ont les femmes qui peuvent être recrutés, qui peuvent être enrôlés. Je pense qu'il faut qu'ils se donnent les moyens. Je crois que l'Union africaine doit véritablement et pleinement jouer son rôle dans ce domaine-là. Parce que la principale faiblesse aujourd'hui de Centrafrique, c'est que la Centrafrique se constitue, et ce que je dirais, un pays à haut risque. J'ai même envie de dire que la Centrafrique, c'est un pays vendu. C'est pour ça qu'on n'a pas. C'est un pays riche, mais paradoxalement très pauvre. Pourquoi? Parce que c'est un pays vendu. Et chaque fois que quelqu'un, un investisseur, des investisseurs ont voulu aller en Centrafrique pour investir, il y a toujours une situation de crise qui a été provoquée et à dessein. D'accord. Il y a des seins. Et on va scruter une des journaux de la République démocratique du Congo ce matin. En RDC, le mouvement de Moïse Katumbi qui tient sa première conférence de presse remarque le magazine panafricain Afrique Révélation ce matin.
eh bien, qui nous dit qu'en République démocratique du Congo, Ensemble pour le changement, la plateforme politique qui soutient la candidature à la présidentielle de Moïse Katumbi, a organisé sa première conférence de presse à Kinshasa. Il était question non seulement de présenter les objectifs et le programme du mouvement, mais aussi de répondre à la majorité présidentielle qui soutient que Moïse Katumbi détiendrait une double nationalité, ce qui l'écarterait de la course à la présidence de la République. De ce côté-là, toujours en République démocratique du Congo, des crispations d'ici le 30 avril 2018. RDC, à la une de la prospérité, le CLC lance un appel à Antonio Guterres. Selon ce journal ce matin, dans une lettre à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, le comité laïque de coordination rappelle que le temps est venu de trouver des voies et moyens susceptibles de vider la crise électorale en perspective. S'il a admis que le 23 décembre 2018 constitue désormais la date butoir pour régler définitivement la problématique de la légitimité des institutions, il va sans dire que pour y arriver, le comité laïque de coordination qui décrète une trêve momentanée de ses activités de grande envergure et de revendication attend plutôt des signaux clairs en termes de décrispation politique. Au plus tard, le 30 avril 2018, passé ce délai, nous apprend le journal, il promet d'y revenir et en même temps de les intensifier. Alors, on reste sur ces deux grandes unes au Congo, avec surtout ce journal Afrique Révélation de l'Afrique centrale et le journal La Prospérité. D'abord avec le journal Afrique Révélation qui parle de Moïse Katumbi, dont on ne parle pas si souvent sur les médias aujourd'hui, mais Moïse Katumbi qui est quand même déterminé à revenir du côté de la République démocratique du Congo. Il a annoncé son retour pour juin prochain et il affirme qu'il est du côté de l'Afrique du Sud et qu'il va bel et bien se présenter comme candidat à la présidentielle prochaine et qu'il estime qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a des révélations qui ne sont pas encore sorties des murs, mais qui mériteraient d'être mises sur la table. Avec cette première conférence de presse de ses partisans du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut attendre que quelqu'un comme Joseph Kabila, l'actuel président du pays, soit un tout petit peu flexible sur la possibilité de faire revenir Moïse Katumbi dans le pays afin qu'il puisse être candidat comme tous les autres, ou on va surfer sur cette possibilité de l'arrêter, de le mettre dans les geôles si jamais il remet les pieds dans le pays? Est-ce que la politique doit fonctionner comme ça dans un pays comme la République démocratique du Congo? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui tendent un tout petit peu à envenimer un peu plus les choses sur le plan politique? Je pense que, à mon humble avis, M. Moïse Katumbi doit être en exil politique. Je ne suis pas certain que M. Kabila va lui dérouler le tapis rouge pour venir lui faire challenger avec lui à la République démocratique du Congo. Je ne pense pas. Et il est dans son rôle, M. Moïse Katumbi, de pouvoir justement faire signe de présence, signe de vie, comme on dit, qu'il reste un acteur, il reste un homme politique, qu'il est toujours intéressé, il est toujours partant. Si c'est nécessaire, c'est possible, dans la course au fauteuil présidentiel qui est en perspective, même si la dette n'est pas encore arrêtée, une fois de plus. Donc je crois que s'il est dans son rôle, c'est de son droit, s'il jouit de tous ses droits civiques des citoyens congolais, de pouvoir le faire. Mais cependant, est-ce qu'il a une alternative à Kabila? Je ne crois pas. Je pense que ce sont les Congolais qui vont pouvoir juger s'il est une bonne alternative. Mais je pense que les Congolais, dans l'immense majorité, ont besoin d'une rupture, d'une véritable rupture, et de quelqu'un de vierge politiquement. Et quelqu'un de vierge politiquement. Donc, cela veut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un Moïse Katumbi, qui est quand même un des barons du pouvoir pour le moment, mais qui veut revenir en tant que personne saine, qui peut apporter quelque chose de nouveau à la République démocratique du Congo. Mais écoutez, je ne sais pas si M. Moïse Katumbi n'a pas de cadavre dans son placard, mais s'il en a, ce serait très difficile qu'il puisse être le chouchou de ces populations-là qui ont besoin d'une alternative. Mais s'il a évidemment des cadavres dans le placard, comme tout homme politique, ce sera difficile. Il va falloir que les Congolais aillent chercher quelqu'un d'autre. D'accord. Mais on va toujours rester en République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci de cette crise politique dans ce pays-là, avec le comité laïque de coordination qui rappelle que le temps est venu de trouver des voies et moyens susceptibles de vider la crise électorale en perspective. Et il dit que s'il est admis que le 23 décembre 2018 constitue désormais la date butoir pour régler définitivement la problématique et la légitimité des institutions, il va sans dire que pour y arriver, le comité laïque de coordination qui décrète une trêve momentanée de ses activités de grande envergure et de revendication attend plutôt des signaux clairs en termes de décrispation politique.
au plus tard le 30 avril 2018, on est là face à une injonction et on appelle Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, pour venir trancher d'une certaine façon. On sait que la crise électorale n'est pas à son terme du côté de la République démocratique du Congo, mais est-ce que vous pensez que, et parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que Joseph Kabila finalement va se présenter comme candidat à la prochaine présidentielle? Est-ce qu'il va lever le verrou qui l'empêche de se présenter à cette élection présidentielle-là? Que doit-on vivre? Que va-t-on vivre du côté de la République démocratique du Congo? Parce que beaucoup de gens ne savent plus à quel sens se vouer. J'ai le sentiment qu'on va vivre le pire. J'ai le sentiment qu'on va vivre le pire parce que là, le CLC, le comité laïque de coordination, est en train de... C'est sa position. C'est-à-dire qu'il consiste à faire pression sur Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila va céder, comme il n'a pas déjà cédé, avec les multiples manifestations dans les diverses rues de la EDC qui ont justement fait des morts? Je ne suis pas certain qu'il va pouvoir céder. Je ne suis pas certain qu'il va non plus avoir une oreille attentive quant aux sirènes de la communauté internationale, je veux dire de l'ONU. Parce que je préfère le terme ONU que communauté internationale, Je ne pense pas du tout, parce que si c'était le cas, qu'il pouvait céder à une quelconque pression venant de l'extérieur, il y a eu beaucoup de médiateurs qui sont manifestés pour aider à résoudre la crise politique qui sévit actuellement en RDC. Mais je crois que le Joseph Kabila va rester justement dans sa logique qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui seul qui sait jusqu'où il va mener ce pays. D'accord, jusqu'où il va mener ce pays. Au Congo, institution, le mois de mars serait-il celui de tous les dangers? S'interroge à sa grande une les Échos du Congo, Brazzaville ce matin. Et dans la conscience collective congolaise, nous dit le journal, le mois de mars est à tort ou à raison considéré comme celui de tous les dangers, avec un risque de renversement violent des institutions. Depuis des années, nous dit le journal, ce mois est traversé avec tous les clignotants en alerte, comme si l'on redoutait un danger quelconque, alimenté par la clameur publique. Et quand on parle de clameur publique ou alors de tous ces dangers, on pense notamment à cette autre une il y a quelques jours seulement, la semaine dernière, qui parlait, toujours les Échos de Brazzaville, qui parlait du président Denis Sassou Nguesso comme celui-là qui est dans le viseur de beaucoup de personnes et des gens qui aimeraient véritablement faire tomber le régime Denis Sassou Nguesso et qui tentent des coups d'État même en sourdine, qui ne sont pas très souvent révélés au grand public, mais Dieu seul sait combien de coups d'État sont fomentés en sourdine pour mettre hors d'état de nuire, ou en tout cas pour mettre à terre le président Denis Sassou Nguesso. J'ai le sentiment qu'il y a un certain vent d'alternance qui est en train de souffler sur le continent, en Afrique subsaharienne notamment, surtout dans ces pays où l'élite gouvernante est un peu est très âgée. Moi, je crois que un coup d'État, ça devrait pas, c'est pas un acte démocratique de mon point de vue. Je ne peux pas, en tant que républicain, encourager un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, on sait toujours comment ça commence et jamais comment ça se termine. Donc je pense que c'est toujours important de pouvoir organiser un coup d'État politique, c'est-à-dire par la voie des urnes. Et est-ce que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a des choses à craindre venant de ses collaborateurs? Parce que très généralement on dit que l'ennemi ne vient pas de loin. On a cet exemple avec Thomas Sankara, on a cet exemple aussi avec beaucoup d'autres présidents qui sont partis par des coups d'État. Est-ce que Denis Sassou Nguesso a des choses à craindre? La seule chose qu'il a à craindre, c'est que il faut qu'il passe la main. Il faut qu'il passe la main parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui estiment qu'il faut beaucoup de Brazzavillois, qui estiment qu'il faut déjà que M. Sassou Nguesso passe la main. Il a fait son temps, il n'a plus rien à donner au pays. Il ne peut pas, ça fait plus de 30 ans qu'il est président de la République, donc il n'a plus grand-chose à donner. Il faut donc passer la main, il faut pouvoir permettre aux jeunes qui ont des ambitions présidentielles de pouvoir prendre le relais. Je crois que c'est ce qu'il doit, M. Sassou Nguesso, craindre. D'accord, voilà ce qu'il doit craindre. Et puis nous entrons au Cameroun tout de suite avec Paul Biya en partance pour la Chine, comme l'annonce le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana, qui nous dit que répondant donc à une invitation de son homologue chinois, le chef de l'État a quitté Yaoundé pour une visite d'État en Chine accompagné de son épouse Madame Chantal Biya comme d'habitude. Et puis toujours au Cameroun, Kamtel Voto
Eboutou se voit DG. Notre info matin ce matin. Voilà le nouveau DG de la Camtel. Mais revenons sur cette une. Les relations entre le Cameroun et la Chine depuis longtemps. Paul Biya peut s'en féliciter aujourd'hui parce que la Chine a véritablement apporté au Cameroun ou n'a pas apporté au Cameroun finalement. C'est un peu contrasté, hein. Ça dépend de quel côté on se trouve. Ça dépend de quel côté on se trouve. Mais si on se trouve du côté de l'échelle la plus basse, on va voir qu'on va se rendre compte que évidemment, les Chinois n'ont pas évidemment rendu de bons services au Cameroun. Il y a une actualité qui a fait les choux gras des réseaux sociaux, cette histoire des poupées sexuelles. Vous avez ceux qui ne durent que le temps d'une pluie. Vous avez les marchés qui sont envahis par des produits, à la portée de toutes les bourses, mais qui ne durent pas du tout. Vous estimez que le gouvernement camerounais aujourd'hui, ou alors l'État camerounais, est frappé d'une passivité qui ne dit pas son nom, au point d'accepter ce que vous venez de citer tout à l'heure, et même dans d'autres secteurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de revendications, beaucoup de plaintes, et beaucoup de dénonciations qui sont faites, mais on a souvent l'impression du côté du Cameroun dans ce pays-là que le gouvernement, ou alors l'État tout simplement, ne prend pas tout cela en considération. Il appartient au Cameroun d'être un peu plus actif dans cette partenariat entre la Chine, entre l'Empire du Milieu et le Cameroun. Parce que j'ai le sentiment que, comme c'est toujours le cas au Cameroun, on n'est pas très rigoureux dans le respect de ce partenariat-là. Les Chinois, quand ils viennent au Cameroun, ils savent ce qu'ils veulent. Les Chinois sont en train d'acheter des hectares de terrain au Cameroun. Mais au moins, ce qu'ils ne font pas pour le moment, c'est créer des divisions et créer des guerres. Oui, pour l'instant, ils ne créent pas de guerres. Les guerres qui font l'usage des armes à feu. Mais ils utilisent l'autre guerre, c'est-à-dire la guerre économique. Cette guerre économique qui est malheureusement à leur avantage. Parce qu'il faut se le dire que les Chinois qui sont au Cameroun, ils investissent au Cameroun, certes, mais leur argent, ça repart au titre en Chine. Ça ne reste pas dans les banques camerounaises, donc ça veut dire que ça ne peut pas servir à l'économie camerounaise. Il appartient donc à l'État camerounais de pouvoir trouver des alternatives à ce niveau. C'est le temps que, par rapport à certains accords secrets entre l'État du Camerounais et la Chine, les Chinois, pour la plupart, ne payent pas, les impôts. Il y en a qui sont exonérés d'impôts, il y en a qui ne paient pas les taxes. Bon, je dis, il faut que le Cameroun revoie cette collaboration, ce partenariat. Parce que les Chinois sont en train de tirer avantage de ce partenariat, mais pas le Cameroun. Sur l'échelle, n'est-ce pas, de la balance, j'ai le sentiment que le Cameroun est perdant. Le Cameroun est perdant. Et puis toujours au Cameroun avec ce journal Info Matin, ce quotidien d'information Info Matin ce matin, Mvoto Obounou qui se voit nommé nouveau DG de la Camtel. Qu'est-ce que ça va véritablement changer? Est-ce que vous le connaissez particulièrement? Et qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau à la Camtel, ce que Koto Eman n'a pas apporté par exemple? Mais écoutez, ça c'est l'attitude des confrères. Je ne sais pas s'ils sont allés lire dans la boule de cristal pour estimer que M. Mvoto Obounou, il se voit DG de Camtel, mais qu'est-ce qu'il va apporter? Il faut dire qu'il va trouver une société qui est en décrépitude, très avancée, tant sur le plan financier que structurel. Donc, il va falloir commencer par là, une structure qui est minée par le tribalisme, parce que quand vous partez à Camtel, vous allez beaucoup plus trouver un personnel qui est en majorité du centre-sud. Donc, ça veut dire qu'il va d'abord falloir qu'il règle ces détails-là et ensuite rendre la Camtel compétitive. Parce qu'aujourd'hui, la Camtel est tout sauf une société compétitive qui a une autonomie financière et administrative, mais dont les responsables ne pensent pas être obligés de rentabiliser. Or, il s'agit, l'État a mis beaucoup de moyens dans ces sociétés-là pour que ça puisse être compétitif et rentable. Malheureusement, c'est géré comme une épicerie. C'est géré comme une épicerie, surtout qu'on sait que du côté du Cameroun, l'Afrique centrale, tout simplement, et dans d'autres pays africains, aujourd'hui, il y a un manque de management public. Ça veut dire que les gens ne partent pas véritablement à l'école du management public en tant que formation professionnelle pour pouvoir venir l'implémenter dans les sociétés d'État. Très souvent, on a des bureaucrates ou tout simplement des politiciens qui se retrouvent à la tête de ces structures d'État qui, en principe, doivent rentabiliser et apporter de la valeur ajoutée au pays, comme on le dit souvent. Oui, on n'a pas besoin d'être à l'école pour être un manager. Lorsqu'on vous confie la responsabilité de la gestion d'une entreprise comme Camtel, qui est une société de services, donc vous devez vous entourer des intelligences
Et le Cameroun en a, comme tel, en a à profusion. Le problème, c'est que le plus souvent, on s'entoure des petits copains qui ne peuvent pas vous aider le team manager à pouvoir rentabiliser l'entreprise. Au contraire, on s'entoure des individus qui sont là pour d'autres choses, pour leurs intérêts, c'est-à-dire pour couler la barque et non pour la faire avancer. Je crois que ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il va falloir que l'État camerounais apprenne à évaluer les gestionnaires des patrimoines des sociétés publiques ou parapubliques. Parce que ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un gérer une entreprise pendant plus d'une dizaine d'années sans l'évaluer, sans aucun contrôle et quand il y a sans audit. Je crois que lorsqu'on laisse les mains libres en toute liberté à ces genres de fonctionnement, ça laisse libre cours à toutes sortes de dérives. À toutes sortes de dérives. Et nous entrons là en Afrique australe cette fois-ci. Le professeur Kandou Luo qui présente les plans du gouvernement pour l'enseignement supérieur et le développement des compétences en Zambie retient Lusaka Time ce matin qui nous apprend à cet effet que le gouvernement zambien envisage d'introduire un cheminement de carrière dans toutes les écoles secondaires, technique qui permettra aux étudiants désireux d'acquérir des compétences de passer 2 années supplémentaires après avoir terminé la 12e année pour acquérir des compétences. Kandou Luo, ministre de l'Éducation, de ce côté-là, a déclaré dimanche aux journalistes du PF Interactive Forum, tenu à l'hôtel Chrisma, que les compétences professionnelles seront enregistrées à tous les élèves des étudiants des écoles secondaires techniques du pays dans le but d'acquérir des compétences sans passer par le collège. On voit donc dans ce pays-là, un pays qui est classé quand même, dont les universités sont classées parmi les meilleures en Afrique, en Zambie, bien évidemment. Un pays et un gouvernement qui se soucie véritablement de comment est-ce que le système éducatif doit être oulé de ce côté-là. Pour Luyung Gandambo, il faut à la une de Zambia Eye mobiliser pour l'autogestion. Notre priorité absolue maintenant, l'accord de 1964 mort n'est plus une option. Le principal mouvement indépendantiste des Barotseland, comme nous le dit ce journal ce matin, a averti que ceux qui étaient occupés à discuter de l'impossible rétablissement de l'accord Barotseland de 1964 risquaient de se perdre parce que la déclaration unanime de 2012 pour l'indépendance de Barotseland était résolue et définitive. Et le coordinateur national de Luyung Gandambo, qui a comparé la situation actuelle à la nation juive sous Moïse, a déclaré qu'il était compréhensible que certains Barosts puissent maintenant éprouver des sentiments d'incertitude. Et nous sommes toujours en Afrique australe, cette fois-ci, avec de Herald qui nous écrit ce matin et qui écrit à sa une et dit répond aux revendications de Mugabe. Et selon ce que nous dit le journal, le président Emmerson Mnangagwa a déclaré hier que l'ancien président Robert Mugabe avait le droit de s'exprimer librement, comme c'est le cas pour n'importe quel citoyen privé, mais la nation a depuis évolué. M. Mugabe a convoqué jeudi, ça il faut le rappeler, une conférence de presse à un groupe restreint d'organisations de médias locaux et étrangers et a déclaré qu'il était inconstitutionnellement déposé par un coup d'État, malgré sa démission, avant la destitution imminente le 21 novembre dernier. Et puis, élection gratuite, juste et crédible. À la une du journal de Zimbabwean, une étape décisive vers la reprise économique. Selon le journal ce matin, l'administrateur du PNUD, Harare Hashim Steiner, qui est également vice-président du groupe des Nations Unies pour le développement, a conclu aujourd'hui, hier, il faut le dire hier, sa visite de 3 jours au Zimbabwe par une rencontre avec son Excellence le président Emmerson Dambudzo Mnangagwa. M. Steiner a noté les progrès réalisés dans les préparatifs des élections, l'engagement exprimé de tenir des élections crédibles et pacifiques et les réformes en cours pour attirer les investisseurs et stimuler la reprise économique. La visite de l'administrateur du PNUD, nous apprend le journal, est la première visite officielle de haut niveau de l'ONU depuis de nombreuses années, signalant le soutien continu de l'ONU et du PNUD au peuple du Zimbabwe. Alors, on sait que depuis quelques jours, il y a des joutes verbales entre le président Emmerson Mnangagwa et l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Robert Mugabe qui estime qu'il a été inconstitutionnellement déposé de la présidence de la République. Il a demandé réparation. Il a dit qu'il faut réparer, sinon le Zimbabwe aura honte de ce qui s'est passé de ce côté-là. Il estime que Emmerson Mnangagwa
est à la tête du pays de manière illégale. Et d'aucuns aussi craignent que Emmerson Mnangagwa fomente une possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle, alors qu'en tant que président par intérim, la Constitution l'interdit, lui interdit d'être président de la République ou alors d'être candidat à cette présidentielle. Je pense, pour revenir, votre préoccupation à deux volets, commençons par le premier volet. Je pense que Robert Mugabe, depuis qu'il a été démis de ses fonctions de président de la République du Zimbabwe, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Je pense que la semaine dernière, par le canal de la SABC, il s'est exprimé en indiquant qu'il a été victime d'un coup d'État. C'est ce qui est vrai, qu'il a été victime d'un coup d'État, puisqu'il n'est pas parti du fauteuil présidentiel de son propre chef, de sa propre volonté. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas admis cela lorsqu'on l'a déposé? Pourquoi c'est maintenant qu'il décide de confirmer? C'est qu'Afrique Média, par ailleurs, a confirmé depuis le début de ce qui s'est passé là-bas. Je pense qu'il ne voulait pas mettre peut-être jeter de l'eau sur le feu, ou alors, écoutez, il fallait quand même, lorsqu'on est loin des protocoles habituels qui entourent l'exercice du pouvoir, ça crée une sorte de nostalgie, j'ai l'impression. Et il fallait donc qu'il s'exprime. Et c'est de son droit, comme là c'est bien indiqué, Emmerson Mnangagwa, qui est l'actuel homme fort du Zimbabwe. Et je pense que la page Mugabe a été tournée, définitivement tournée. La preuve, c'est que la CNF n'existe plus. C'est-à-dire, il y a un autre parti présidentiel qui a été créé par Emmerson. Et c'est pour dire que je crois que la page a été véritablement tournée. Il estime également M. Mugabe que M. Emmerson, l'actuel président de Zimbabwe, l'a trahi parce qu'il l'a pointé dans le dos, parce qu'il a fait ses armes en politique à ses côtés. Et donc, il devait être la dernière personne à le trahir. Bon, nous sommes en politique. C'est aussi ça la politique. Donc, c'est dire que mais M. Emmerson Mnangagwa, il est attendu au tournant. Il est attendu au tournant parce que on n'a pas encore entendu le son de cloche des autres leaders politiques qui sont certainement en train d'affûter leurs armes en vue de la prochaine élection présidentielle. On attend de voir, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il tombe dans le piège ou qu'il soit victime de ce que lui-même il a fait. D'accord. On espère que qui tue pas l'épée ne mourra pas par l'épée du côté de la République démocratique du Zimbabwe. Et puis, on va continuer cette grande tribune ce matin en Afrique de l'Est avec la démission de Rajao Narimampianina. En fait, il n'a pas démissionné, mais on parle de sa démission. À la une de Midi Madagascar, Rivo Rakotovao en embuscade, Olivier Marafahi en sursis. Et le journal nous apprend à cet effet qu'il ne reste plus que 6 mois et 8 jours de pouvoir pour l'actuel locataire Diavolora s'il brigue un second bail de 5 ans. Le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel. En tout cas, c'est ce que dit la Constitution dans ce pays-là. Dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. C'est ce qui est stipulé dans l'article 46, notamment alinéa 2 de la Constitution. Et durant son intervention sur la radio France Internationale, le ministre des Affaires étrangères, Henri Rabari Djaka, a déclaré que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 24 novembre prochain. Éric Rajao Narimampian, qui brigue visiblement un second mandat, devrait donc démissionner le 24 septembre au plus tard. Si on fait le calcul, selon ce que nous apprend le journal, il ne reste plus que 6 mois et 8 jours de pouvoir pour l'actuel locataire Diavolora. Il sera un candidat comme les uns ou non comme les autres. C'est selon ce que nous apprend le journal ce matin. Alors, on est là dans une constitution. L'article 46, alinéa 2 de la Constitution malgache qui prescrit que le président de la République en exercice doit abandonner le pouvoir 60 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et on a parlé de septembre prochain. Sauf que Éric Rajao Narimampianina, jusqu'ici, ne comprend pas trop pourquoi est-ce que ça devrait être de cette façon. Il estime que le président de la République doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre président proprement élu. Est-ce que cet article 46 alinéa 2 de la Constitution ne fait pas, selon vous, un tout petit peu problème? Est-ce que vous comprenez
et Rajao Narimampianina lorsqu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que cet article se retrouve dans la constitution de ce pays. Mais la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la boussole d'un État. Donc, quand il est élu président de la République de Madagascar, je crois, et il était au courant de cette disposition de la constitution, justement. Je pense que ce n'est pas le moment de vouloir questionner cette disposition-là. Et je crois qu'il ne va pas être tenté de faire comme certains le font de plus en plus sur le continent, c'est-à-dire manipuler cette disposition de la loi fondamentale. Mais est-ce qu'il ne peut pas être tenté, si tant est que dans ce pays-là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on lui cherche partout les pouces sur la tête, et on a tenté même de le destituer à travers l'Assemblée nationale, on a tenté de le destituer par d'autres moyens, mais il est resté, on estime de ce côté-là, parce que beaucoup l'appellent de ce côté-là le président malin. S'il est le président malin, ça veut dire qu'il peut démissionner, peut-être se représenter, si la loi lui permet, il peut démissionner. Surtout qu'il est encore à son premier mandat et qu'il peut ça veut dire qu'il peut démissionner. Il peut démissionner. Le président du Sénat, c'est selon ce que vous avez dit. C'est-à-dire le président du Sénat peut justement régler les questions de la gestion du pouvoir en attendant l'investiture du prochain président, comme c'est prescrit. Donc je crois que s'il est justement malin, il peut démissionner pour se représenter et challenger à nouveau avec le nouveau... les candidats qui sont en face à lui. Voilà. Donc moi je pense que ça ne devrait pas poser de problème. S'il est sûr qu'il a un électorat fidèle, qui est crédible, qui peut, n'est-ce pas, lui accorder à nouveau sa confiance. D'accord. S'il est sûr qu'on peut à nouveau lui accorder la confiance dans ce pays-là, les médias africains ont le devoir de produire du contenu local. Chef sortant de l'AUB au Rwanda, eh bien, la semaine dernière, selon ce que nous apprend ce journal de Newstime, le Rwanda a accueilli la 11e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion qui a attiré des participants de plus de 40 pays pour délibérer sur les questions entourant le paysage des entreprises de radiodiffusion. La réunion a été honorée par le président Paul Kagame et le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Julius Bizumungo de Newstime s'est entretenu avec le docteur Kwame Akufo Anofto, le président sortant du syndicat, pour parler des résultats de la réunion de son mandat et des travaux achevés. En Afrique du Nord, il demande à Bouteflika de continuer. Le FLN appelle à un 5e mandat. Remarque le soir, selon ce que nous dit le journal, le FLN n'est pas un bien vacant. Les présidentielles non plus. C'est le secrétaire général du Front de Libération Nationale, Jamel Ould Abez, qui l'affirmait avec insistance hier devant les 120 Mourafed du parti réunis à l'hôtel de Mouflon d'Or de Ben Aknoun à Alger. En cette seule phrase, nous dit le journal, il aura presque tout dit s'agissant de la prochaine élection présidentielle et accessoirement de la mission précise du FLN pour les mois à venir. Et en Afrique de l'Ouest, pour sortir de cette émission, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin en difficulté pour la levée des fonds, titre à sa une, la Nouvelle Tribune au Bénin. Et puis, on reste toujours au Bénin avec des explications que nous donne ce journal qui nous dit que le Bénin a encore enregistré un échec dans la levée de fonds sur le marché financier de l'espace UEMOA. Ce 16e échec en l'espace de quelques mois dénote certainement, nous dit le journal, de la faible crédibilité que les citoyens de l'espace économique sous-régional accordent au pays du compétiteur né Patrice Talon. Et puis nous entrons en Côte d'Ivoire. D'abord avec l'Inter ce matin, vous pouvez le voir à la une de ce journal, meeting de l'opposition. C'était chaud à Yopougon samedi. Policiers et manifestants se sont affrontés. Sangaré dit qu'il y a quelque chose de pourri qui sent une marche annoncée pour jeudi prochain. Mais le titre qui nous intéresse davantage dans ce journal, ce sont des critiques contre le pouvoir de Tiken Jah Fakoly. Et le journal le titrait ce matin, Tiken Jah, RDR, la déchirure. L'artiste dit, vous n'êtes pas content. Tant pis, et on se souvient déjà que l'artiste a dit la semaine dernière, toujours publié par ce journal Inter, que si le président Alassane Dramane Ouattara compte briguer un 3e mandat, eh bien, il le trouvera sur son chemin. Voilà ce que dit ce Tiken Jah Fakoly. On revient avec ça en analyse pour sortir de l'émission. Mais la voix originale est aussi en kiosque ce matin. EDS a réussi son test de popularité à Yopougon. Tous sur la marche de jeudi, Sangaré mobilise déjà.
Et puis, on quitte avec cet autre journal, Jeune Afrique, qui est en kiosque ce matin et qui nous parle de la République démocratique du Congo. Le bal des dauphins, empêché par la contribution de la Constitution de briguer un nouveau mandat en décembre, Joseph Kabila songe à adouber un candidat de son choix. Ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Et là, vous avez quelques têtes à la une de ce journal Jeune Afrique pour prouver que le président Joseph Kabila ne compte pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, mais qu'il compte plutôt soutenir un de ses dauphins pour que celui-ci soit président de la République. Et revenons pour sortir de cette grande tribune, la première édition de la semaine, avec ce titre critique contre le pouvoir, Tikenja, RDR, la déchirure, l'artiste qui dit que vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces critiques de Tikenja Fakoly depuis un certain temps, lui qui demande au président Alassane Dramane Ouattara de ne pas poser sa candidature pour un troisième mandat dans ce pays-là? Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Tikenja Fakoly parce que c'est un artiste engagé, c'est un chanteur engagé. J'aime ses titres, j'aime son engagement, mais est-ce qu'il a les moyens de pouvoir barrer la route à M. Alassane Dramane Ouattara si jamais il voudrait rempiler pour un second bail? Mais il compte peut-être sur sa popularité. On sait que tout autant que Alpha Blondy, ces deux artistes ont véritablement une popularité du côté de la Côte d'Ivoire. Et les deux artistes, chacun à l'extrême, a choisi visiblement son camp. Il estime qu'il a le pouvoir et qu'il a cette popularité-là qui pourra faire en sorte que le moment venu, qu'il puisse contrer les intentions du président Alassane Dramane Ouattara. Oui, mais le tout n'est pas de pouvoir ou de vouloir contrer, n'est-ce pas, les intentions de monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Le problème, c'est quelles sont les forces en présence. Parce que le tout n'est pas de libérer maison, mais il faut déjà savoir qui va y entrer. Et aujourd'hui, nous avons encore des querelles entre diverses factions politiques qui concilient la majorité, qui occupent la majorité de l'espace politique au niveau de Côte d'Ivoire, notamment le PDCI-RDA, le Front populaire ivoirien, qui à l'intérieur est victime de dissensions internes. Vous savez que vous avez le camp Pascal Affi-Guessan, vous avez de l'autre côté le camp Abou Dramane Sangaré, donc, qui fait partie de ce que j'appelais les intimistes, c'est-à-dire que lui, il pose comme exigence d'une quelconque collaboration avec le pouvoir, la libération de Laurent Koudou-Barbeau et Charles Blé Goudé qui sont actuellement à la CPI. Donc moi je pense que, et de l'autre côté, vous avez M. Pascal Affi-Guessan qui estime que la page Laurent Gbagbo est tournée. Mais je crois qu'il faut d'abord régler ce problème. Toutefois, il convient quand même de dire qu'il y a des alliances. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le jeu des alliances qui construit le jeu politique. Mais le RDR va faire alliance avec qui? Avec le PDCI-RDA, on attend de voir. Avec le Front populaire ivoirien, quelle tendance? Avec le RHDP. Peut-être avec le RHDP. Mais là encore, il y a matière à dire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense que, comme quelqu'un l'a dit, un contemporain l'a dit, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2020, c'est 7 ans. Mais c'est encore lointain, on a le temps d'observer. On a le temps d'observer ce même journal Inter qui parle aussi du commerce en ligne et dit que des usagers exigent un assainissement. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il faut assainir, c'est un peu partout sur le continent africain. Pour ceux qui ont embrassé le commerce en ligne, le e-commerce, c'est tellement difficile d'avoir une lisibilité sur comment fonctionnent les uns et les autres parce que les entreprises sont créées à tout va et avec les entreprises en ligne, on n'a plus véritablement parfois besoin d'aller remplir toute la paperasse qu'il faut pour avoir son entreprise. On marche avec les entreprises dans les mallettes aujourd'hui. C'est avec cela, avec ce coin de sourire, que nous sortons de cette première édition de la Grande Tribune ce matin. Merci à Anatole Aïssi d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie, Tony. J'ai envie d'ajouter que pour atteindre l'émergence fixée par divers États, il faut que nous ayons un outil de production. Pour que nous ayons un outil de production compétitif, il faut former les jeunes à la base, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, ensuite à l'université. Parce qu'il ne faudrait pas on ne peut pas atteindre l'émergence avec la bureaucratie, mais c'est avec la technocratie qu'on atteint l'émergence. Avec la technocratie qu'on atteint l'émergence. Merci à vous et merci à toute l'équipe de production de cette émission, Roger Liga et Marius Tourcam, ainsi que tous ceux, et Joël Fopa, qui était vraiment aux commandes de la technique ce matin pour nous aider à mieux produire cette émission.
Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et surtout n'oubliez pas que l'information est en continu. Bonjour.